Alors qu'est-ce qu'ils veulent les Français ? Eh ben monsieur Pujadas, je vais vous le dire. On va parler aujourd'hui des évitants. Je démarre cette vidéo de manière un peu légère. J'aimerais qu'on prenne notre temps parce que il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les évitants sur YouTube. Je dirais même que ça pullule. Chaque jour, une nouvelle chaîne dédiée 100% à récupérer ton ex évitant. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces vidéos sont aussi fausses. Je pense qu'elles sont soit mal documentées, ce qui est possible. Des gens bêtement demandent à ChatGPT un texte et le lisent. Il n'y a pas beaucoup plus d'études que ça. Ou alors, je pense qu'il y a peut-être une stratégie qui est un peu malsaine de donner trop d'espoir et c'est même pas que ça. Parfois, c'est de mal décrire les évitants de manière à faire plus de vues parce que YouTube reste un business. Et j'aimerais bien aujourd'hui vous donner la réalité sur la relation avec une personne qui est évitante sans dire qu'il n'y a aucune chance, sans non plus dire qu'il y a toutes les chances. J'aimerais faire un point complet pour vous montrer ce que c'est vraiment qu'une relation avec un évitant et quelles sont nos chances de reconquête amoureuse. Parce que je sais qu'il y a des relations amoureuses qui font souffrir. Il y en a plein de types, pervers narcissiques, manipulation, partenaires non matures, etc. Mais je sais une chose, c'est que les relations avec les évitants, hommes ou femmes, font extrêmement souffrir. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est ça mon ambition, c'est de vous montrer exactement ce que c'est, quelles sont exactement les choses à faire pour s'en sortir, et surtout vous donner un point complet sur les connaissances qu'on a à ce jour sur les évitants, de manière à ce que vous souffriez moins, que si jamais vous aimez cette personne, vous ayez vos réponses, et vous puissiez éventuellement vous remettre ensemble. Si tu veux construire une relation stable aujourd'hui, je te propose de cliquer en dessous pour contacter mon équipe. Déjà pour voir quelles sont tes chances de reconquête amoureuse et aussi pour changer la dynamique de ton côté. Alors première chose à réaliser aujourd'hui, ce qui fait revenir un évitant, ce n'est pas plus d'amour, c'est pas non plus plus de patience, c'est pas non plus une attente désespérée que cette personne revient. Et la réponse courte à ce que vous voyez sur Internet globalement, c'est non. Un évitant ne revient pas toujours, il y a des fois où il ne revient pas, on en parlera aujourd'hui, mais un évitant revient bien plus souvent que ce qu'on pense. Et surtout, un évitant revient rarement de la manière dont on espère. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on a un gros programme aujourd'hui. Sur les statistiques de reconquête amoureuse, et notamment du retour des évitants, on n'a pas de chiffres précis. Par contre, il y a une chose qu'on sait, qu'on a pu mesurer, dans les relations dites de type on-off, un coup on est ensemble, un coup on se sépare, un coup on est ensemble, un coup on se sépare, il y a plus de chances que l'autre revienne. Et ça se comprend facilement. Si on s'est déjà séparé 10 fois, il y a plus de chances que ça revienne une 11e fois. Mais il y a aussi beaucoup plus de chances qu'un ex-évitant revienne parce que ça correspond à leur fonctionnement interne et à la manière dont le lien d'attachement et le lien amoureux est généré. Donc la première bonne nouvelle, c'est qu'un évitant est capable d'aimer. Oui, il aime, c'est un être humain normal sur Terre, mais le souci qu'il a, c'est avec le lien d'attachement qu'il a avec toi. Il a peur notamment de l'intimité émotionnelle, il a peur d'être trop proche. La meilleure image que j'ai dans ce domaine-là, c'est comme si l'amour était un feu, il a besoin du feu pour avoir chaud, mais si jamais il s'approche trop, il a peur de se brûler. Parce que pour lui, aimer profondément, c'est être envahi, c'est être piégé, c'est potentiellement pouvoir souffrir. Comment sont créés les évitants ? Alors un enfant ne va pas naître évitant. Tout d'abord, il peut y avoir une enfance dans laquelle l'enfant est ignoré. Par exemple, c'est des parents qui sont présents de manière matérielle, qui seront là pour l'enfant, pour qu'il ait à manger, un toit sur sa tête et un lit, mais ses émotions ne sont pas écoutées. Lorsqu'il pleure, on lui dit « arrête de pleurer, c'est pas grave ». Ses besoins émotionnels ne sont pas répondus. Ce qu'il a appris, c'est « si je veux être aimé, je dois me débrouiller tout seul ». Il peut y avoir aussi des parents qui sont froids, qui ne montrent pas d'émotion. Les parents sont peu tactiles, montrent peu d'amour, et ce qu'il comprend en lui, c'est « l'amour ne se montre pas ». Du coup, il sera mal à l'aise avec des « je t'aime », avec des câlins, avec le fait de faire des démonstrations d'amour. Il n'a pas été éduqué comme ça. Pour lui, ça lui paraît impossible. Ça peut être aussi des parents qui sont imprévisibles. Ou alors on l'a fait grandir trop vite. Ou encore des parents qui sont envahissants, contrôlants. Tout ceci est venu dérégler son schéma d'enfance, son rapport à l'amour. Donc il y a plusieurs phases dans l'amour, dans la relation amoureuse avec un évitant. La toute première, c'est qu'on se connaît. Il y a souvent une espèce de bonheur à ça. C'est une déferlante d'hormones dans son corps. Il aime, c'est génial pendant quelques semaines. Et puis après ça,
arrive le risque. Il avait l'impression que sa malédiction, que les sorcières ou que les fées avaient mis sur son berceau était partie. Ça y est, il était enfin capable d'aimer, ça se passait bien, c'est comme s'il était un être humain normal. Et tout à coup, au bout de quelques mois, ses peurs commencent à arriver. La relation devient trop intense, trop émotionnelle, trop demandante. Il n'arrive plus à respirer, il se sent comme étouffé. On lui donne beaucoup trop d'amour, dans un mode de fonctionnement qu'il ne connaît absolument pas. Donc phase 1, phase de lune de miel, tout se passe bien. Phase 2, pendant les quelques mois qui suivent, il est un peu dans l'entre-deux. Phase 3, c'est beaucoup trop, il respire plus, il faut qu'il parte. Phase 4, il commence à ressentir du vide, du manque. Phase 5, parce qu'il a peur du vide, il doit revenir. Il se rappelle de toutes les bonnes choses que vous avez vécues ensemble et il faut impérativement qu'il te recontacte. Dans une stratégie classique de reconquête amoureuse, on estime qu'il faut faire un silence radio entre 3 semaines et 3 mois. Chez une personne qui est évitante, tu peux multiplier ces chiffres par 2 ou par 3. Comment est-ce qu'un évitant revient? Et ça aussi, c'est surprenant. Il revient pas avec un projet clair. Il revient pas en te disant « j'ai compris exactement ce qui s'est passé de mal et j'ai envie de corriger tel point et tel point ». Il va revenir plutôt avec un message neutre. Il va parler de ton chien, tu comprendras même pas pourquoi. Il va te demander comment ton père va. Ce qu'il cherche en réalité, c'est juste à venir vérifier que le lien qui vous unissait tous les deux est toujours présent. Pour toi, c'est de l'espoir. C'est possible qu'on s'en mette ensemble. Pour toi, c'est aussi bizarrement une ambiguïté. T'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que ton ex revient de cette manière-là. Mais en réalité, la relation était déjà bizarre, dans le sens différent des relations d'avant, donc ça ne te choque pas plus que ça. À ce moment-là, parce que t'es un être humain normal, parce que tu aimes comme un fou cette personne, tu te dis « je dois lui dire ce que j'ai découvert. J'ai vu les vidéos de Pétavin sur Internet, j'ai vu d'autres vidéos. Je vais lui envoyer des vidéos d'ailleurs et des liens pour lui dire que cette personne est évitante. » Et tu te dis « si on arrive à corriger ça, alors dans ce cas-là, la relation serait possible. » Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et beaucoup de gens voient des articles, des vidéos, ou même suggèrent doucement qu'il y a peut-être un attachement qui est bizarre. Malheureusement, l'évitant est évitant. Tu commences à l'analyser, il se sent envahi, se sent diagnostiqué, disséqué mentalement. Tu pensais avoir de l'ouverture, tu te retrouves avec une fermeture émotionnelle. Lui, ce qu'il comprend, c'est qu'il doit changer, c'est qu'il n'est pas assez, c'est qu'il se comporte mal. Et pour rappel, on pense tous être normal. Et ce qui est vrai, on a tous raison dans notre propre cerveau par rapport à notre biologie, notre enfance, nos expériences de vie. Chacun sur Terre se pense normal. Tu ne peux pas être le thérapeute de l'autre. Tu peux pas être à la fois son mec, à la fois son psychiatre. C'est pas possible. D'ailleurs, les psychiatres, les psys, les thérapeutes, les coachs, on ne coach pas notre entourage parce qu'on n'est pas dans ce rôle-là. Il y a 2 choses que tu peux faire. Soit ton ex est déjà dans une forme de développement personnel. Par exemple, ton ex va déjà voir un psy. Ton ex se pose des questions. Ton ex est dans une démarche introspective. Et là, tu peux en parler. Il est déjà dans ce chemin, il va prendre ça avec bienveillance. Tu vas bien choisir tes mots, tu vas envoyer un message qui parle de ça, tu vas lui en parler. Ça peut l'aider. Tu peux dire par exemple, j'ai lu des choses sur les styles d'attachement et je crois que je comprends mieux notre dynamique. Parce qu'il est déjà dans cette démarche, parce qu'il a déjà commencé à s'y intéresser. Si jamais il n'est pas dans cette démarche, il va te dire « Oui, intéressant, je vais regarder. » C'est ça. Mais il n'y aura pas de changement réel. Donc toi, tu vas attendre, tu vas espérer que ça aille mieux, mais il n'y aura pas de changement et tu vas être déçu. Lui se sentira attaqué, lui se sentira envahi, disséqué, observé au microscope, et ça va le faire fuir à nouveau. Et toi, de ton côté, tu vas être déçu. Donc dans le cas où il a déjà démarré une thérapie, tu peux lui en parler. Si jamais ce n'est pas le cas, tu peux lui dire d'autres phrases, comme par exemple « Lorsque tu pars, je me sens exclu. » Tu mets ça sur toi. Comprends bien la chose. Soit il est déjà en thérapie et tu peux lui en parler. Tu peux dire tu, je pense que tu, etc. Tu peux dire tu. Si jamais il n'est pas en thérapie, tu vas démarrer tes phrases par je. Lorsque tu pars, je me sens exclu. Je ne supporte plus d'être dans des relations où un coup on est ensemble, un coup on se sépare. Je ne souhaite pas ça. En gros, tu expliques ton fonctionnement. Voici ce que je souhaite, voici ce que je ne souhaite plus. Il y a quelque chose qu'on comprend assez mal lorsqu'on se sépare d'une personne qui est évitante, c'est qu'un évitant est souvent aussi un dépendant affectif. On dit qu'il y a 2 grands types d'attachement quand on parle de ces dynamiques. On dit qu'il y a l'attachement anxieux, c'est peut-être ce que tu es aujourd'hui, dépendant affectif, et il y a attachement évitant. L'attachement anxieux est une dépendance affective. C'est quelque chose de visible, c'est quelque chose d'externe. Ton humeur dépend du fait que l'autre soit là ou pas. Tu as peut-être peur de l'abandon, besoin de fusionner. Besoin toujours d'entendre des « je t'aime » pour être rassuré.
C'est ça l'attachement anxieux et on comprend bien que ce soit une dépendance affective. On parle de dépendance affective externe. Ton caractère dépend de la relation. Ton humeur, ton bonheur dépend de ce qui se passe en externe. L'attachement évitant est différent. On parlera de dépendance affective masquée. Il a besoin d'amour, comme tout être humain sur Terre, mais il a besoin que ce lien soit contrôlé différemment. Il a besoin de prendre une forme de distance, de contrôle. Il faut que ce lien existe. Il a besoin de ce lien, mais il existe en arrière-plan. Et il faut toujours qu'il ait cette sensation de contrôler la relation à une certaine distance. La meilleure image, la deuxième meilleure image que je peux te donner à ce niveau-là, c'est qu'il doit toujours être à 5 mètres de toi. Si tu as vécu avec un évitant, tu vois très bien de quoi je parle. Si jamais tu es à 10 mètres, il va te faire revenir. Si tu es à côté de lui, il va te repousser. Il doit toujours être à peu près à 5 mètres de toi mentalement. Et c'est ce qui fait de lui aussi un dépendant affectif. Et la plupart des gens qui sont attachement anxieux ont l'impression au moment de la rupture amoureuse que c'est eux qui ont tout perdu, que c'est eux qui doivent courir après l'autre, qu'ils sont les seuls à être en demande de ce genre de relation. La réalité, c'est que la personne qui est évitante a tout autant besoin de la relation que toi. Vous avez tous les deux tout autant de pouvoir sur cette relation, tout autant de besoin l'un que l'autre de cette relation. Ce n'est pas lui qui a besoin de rien et toi qui t'écrases, vous êtes à égalité. C'est juste que ça va se traduire de manière différente et aussi que vous aurez une façon d'être, une façon de faire et une temporalité qui sera différente. Toi, lorsqu'il part, tu te sens mal de suite, t'as envie qu'il revienne, tu fais ton travail sur toi, t'essayes de bosser sur ta dépendance affective, tu fais tout rapidement au début et c'est là que la temporalité amoureuse change. Lui, ça va arriver après. Au bout de quelques semaines, quelques mois, le manque est insupportable. Il doit revenir, il doit recréer ce lien, il doit venir vérifier s'il peut toujours être dans ta vie. C'est ce qui fait que l'évitant a du mal à s'engager dans une relation amoureuse, il a du mal à être près de toi, être toujours à 5 mètres, mais il a aussi beaucoup de mal à s'en désengager. Et c'est même peut-être pour ça qu'il a gardé contact avec ses ex. Et je vais te demander de te rappeler de votre relation amoureuse. Est-ce que la personne à qui tu penses qui est évitante aujourd'hui garder contact avec ses ex? Certaines personnes vont me dire oui de manière évidente. Oui, en effet, il y avait souvent des ex qui passaient à la maison, souvent des ex par message, et il en parlait souvent. Comme si tous ces liens, il avait ni réussi à rentrer dedans, ni même réussi à en sortir. Comme s'il se traînait un paquet de relations amoureuses dans sa vie, d'espèces de fantômes de vie, avec des liens plus ou moins proches, de personnes avec qui il n'arrive pas à couper les ponts. Alors parfois, ça se voit de manière évidente. Tu vas me dire, oui Antoine, je l'ai vu, ses ex passaient même à la maison. Dans d'autres cas de figure, c'est beaucoup plus discret. Tu ne peux pas savoir, par exemple, quand vous étiez en relation ensemble, que ton ex, qui était ton copain ou ta copine à l'époque, allait liker des publications de ses ex. Et en comprenant son rapport à ses ex, alors parfois c'est visible, parfois c'est complètement invisible, tu pourrais aussi me dire Antoine, moi je pense qu'il n'y avait pas de lien, qu'il n'y avait rien, j'en suis quasiment persuadé. Mais en réalité, en comprenant la façon dont ça gravite dans son univers autour de lui, admettons que ce soit lui, la grosse planète centrale, et qu'il y ait tous ses ex à différentes orbites autour de lui, tu comprendras la façon dont ça va peut-être aussi se passer dans ta vie. Admettons que ce soit un évitant qui, avec les années, qui, avec les livres de psychologie, avec les vidéos, commence à se soigner. Peut-être qu'aujourd'hui, il est la planète et que les différents ex autour de lui commencent à s'effacer, qu'il commence à faire du tri là-dedans. Il commence à libérer de plus en plus de liens de son passé, ce qui montre qu'il est dans une forme de progression pour pouvoir bientôt, éventuellement, arriver dans une relation saine. Si maintenant ces ex sont omniprésents dans sa vie d'aujourd'hui, il y a de fortes chances, statistiquement, que tu sois l'un de plus par la suite. Donc la gestion de ces ex, si c'est visible, te permet de comprendre à peu près là où il en est dans son processus de guérison. Il arrive à ce moment-là, de manière bien évidente, les erreurs qu'on va faire. Rien n'existe plus qu'un couple attachement anxieux et attachement évitant. Pourquoi est-ce que cette paire, qui en principe n'aurait rien à faire ensemble, s'attire autant? La réponse la plus simple que je peux te donner par rapport à ça, on a déjà fait d'autres vidéos beaucoup plus longues dessus, c'est que personne ne supporterait un évitant autant qu'une personne anxieuse. Une personne anxieuse, elle a peur de l'abandon. Et bizarrement, ce qui nous fait peur nous attire le plus. Plus cette personne va partir, plus je vais faire d'efforts pour la faire revenir. Et finalement, le bug de l'un vient compenser le bug de l'autre. Il y a tout un tas aussi de schémas d'enfance qui vont se rejouer, mais c'est pas le cœur de cette vidéo d'aujourd'hui. La plupart des erreurs qu'on fait sont typiquement celles des attachements anxieux. Supplier, demander des explications, vouloir le rassurer,
Vouloir se rassurer en le rassurant, projeter le futur, lui parler d'avenir, espérer que ça change grâce à ton amour, espérer que ça change grâce à ta patience. Considère bien que tout ce qui va augmenter la pression émotionnelle sur lui le fera partir, le fera fuir. Est-ce qu'un évitant peut guérir? La réponse est oui, mais c'est pas rapide et c'est pas automatique. On parle de certaines pathologies qui, avec les années, qui, avec l'âge, finissent par s'estomper et finissent par partir. Là, c'est pas le cas. Une personne peut rester évitante toute sa vie. Maintenant, il se peut qu'au bout d'un moment, ton évitant en ait marre d'être évitant. Il voit que ses relations sont catastrophiques au fil des années, que plus il vieillit, plus il reproduit exactement les mêmes choses. Tout à coup, il y a prise de conscience. J'en ai marre d'être comme ça. Je vais consulter un psy, je vais consulter un coach, je vais consulter un thérapeute et je vais bouger dans ma vie. Donc, ce qui favorise la guérison, c'est déjà une prise de conscience. J'en ai marre de la répétition de relations ratées dans ma vie, je dois changer ça. Il reconnaît enfin que le modèle familial était légèrement déconnant, il reconnaît qu'il a peur de l'intimité, il reconnaît tous ses mécanismes de fuite. C'est un vrai travail thérapeutique, ça prend du temps. Ce qui ne suffira pas, ce sera ton amour, et on en reparle dans un instant, ni ta patience infinie, ni même le fait de le rassurer en permanence. Un évitant qui guérit accepte de rester dans l'inconfort, il accepte une proximité émotionnelle, et il accepte de communiquer au lieu de disparaître. Il existe une solution pour que ça se passe bien, parce que toi, tu souffres aujourd'hui. J'imagine que tu es dans un état qui n'est pas très agréable. Tu souffres peut-être même doublement par rapport à quelqu'un d'autre. Tu souffres déjà parce que tu es peut-être dans un attachement anxieux, ce qui est compliqué à gérer. Tu souffres aussi de l'espoir que l'autre revienne, et c'est des relations qui sont pénibles, qui sont coûteuses en énergie, qui vont te faire ruminer. L'être humain va lutter contre le rejet. On reste des hommes préhistoriques. Si jamais on est rejeté du groupe, ça signifie qu'on sera mangé par des loups. L'être humain déteste ça et donc va lutter 10 fois plus dans une situation où on le rejette. Et c'est ce que les évitants font de mieux sur Terre, c'est te rejeter. Et tu vas te battre encore et encore. J'imagine que tu as envie de changer les choses aujourd'hui. J'imagine que tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un qui va revenir juste quand il ressentira du manque au bout de 6 mois. J'imagine que tu veux pas te remettre en couple, même dans 6 mois ou dans 3 mois, avec quelqu'un qui potentiellement peut repartir au moment où la relation deviendra profonde. Comme on l'a vu dans cette vidéo, attachement anxieux et attachement évitant s'attirent beaucoup. À partir du moment où toi, tu fais ton travail et tu arrives à être dans un attachement qui est dit sécure, dans ce cas-là, tu vas changer ta dynamique. Je ne te cache pas que dans un couple, chaque chose que tu fais vient par miroir modifier le comportement de l'autre. La preuve, si aujourd'hui, par exemple, je suis plus zen, on pourrait imaginer que ma compagne serait aussi plus zen. Si je suis plus nerveux, si je suis énervé, l'autre sera plus énervé. Pour le couple anxieux-évitant, c'est exactement pareil. Le fait que tu aies un comportement anxieux vient empirer le comportement évitant. Plus je te demande des signes d'amour, de rassurance et que je te supplie de revenir, plus il y a des chances que l'autre fuit. C'est-à-dire qu'en gros, mon comportement anxieux vient exactement provoquer l'inverse de ce que j'attends, ça fait fuir l'autre. Et c'est là qu'il y a un twist, c'est là qu'il y a un retournement de cerveau qu'il faut faire. Je peux changer le comportement de l'autre en changeant mon propre comportement. Si j'arrive à avoir un comportement qui est sécure, qui est stable, qui est mature, qui est calme dans le temps, il y a aussi des chances que l'autre change en face. Donc le fait de changer mon comportement a 2 bonnes options possibles, soit ça va venir mettre l'impulsion chez l'autre pour changer également, pour continuer un travail qu'il avait déjà entrepris, soit ça le fera partir et moi je serai bien dans mes baskets parce que j'aurai plus besoin de ça, parce que ça n'aurait même pas de sens de rester avec une personne qui serait d'attachement évitante, parce que ça n'aurait même plus de sens de rester avec une personne qui aurait un attachement évitant. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, vous avez enfin un point de vue global sur la situation. Je pense que maintenant, vous verrez les vidéos sur les évitants de manière extrêmement différente. Vous saurez dire lesquelles sont justes et lesquelles sont fausses. J'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.